Bonsoir Nicolas. Nicolas, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour clôturer ce forum MR21 consacré à la gouvernance. Peut-être je vais essayer l'exercice difficile de vous résumer en 1 minute des éléments qui ont été indiqués lors de la table ronde qui a rassemblé donc Antoine Frérot, président de Veolia, Nathalie Layani, présidente du FIR, Pascal Durand, député européen, notamment sur les sujets de gouvernance et de gouvernance durable, et Antoine Laurent de Reclaim Finance. Donc je vais juste dire quelques points que j'ai notés et qui reprenaient l'intervention de Denis Thérien de l'IFA. Denis Thérien a commencé en disant, finalement, face à ces enjeux de durabilité, l'entreprise peut beaucoup et peut être un acteur majeur face à ces urgences. Donc, grand défi pour les entreprises. Un autre point qui a été abordé dans le cadre de la table ronde, c'est que la question des investisseurs notamment, c'est qu'une entreprise qui ne prend pas en compte les limites planétaires, à terme, est une entreprise qui présente des risques pour ses investisseurs. Donc là, on voit qu'on est déjà dans une perspective un peu plus de long terme. Un des gros sujets qui a été abordé lors de la table ronde, c'est la prise en compte des parties prenantes. Et là, je pense qu'il y a des choses très intéressantes qui ont pu être évoquées par les uns et les autres, et notamment la mise en place de comités consultatifs de parties prenantes ou de modalités d'intégration d'experts sur de la durabilité, notamment au processus décisionnel des entreprises. Et également le fait que l'entreprise doit aujourd'hui prendre en charge d'une certaine manière l'intérêt général et devra le faire à travers ses parties prenantes. Des évolutions sont déjà en cours dans ce domaine-là et à voir comment les choses peuvent évoluer encore. Et dernier point, un chantier qui reste encore en jachère, celui du partage de la valeur. Donc voilà pour les principaux points évoqués. Je vais rapidement, je m'en excuse pour ceux qui sont intervenus. À partir de ces points-là, Nicolas, ce que j'ai envie de vous demander, c'est votre réaction peut-être dans un premier temps par rapport à ces sujets-là, et puis de rentrer dans ce qui fait la spécificité du modèle mutualiste, et notamment la spécificité de la gouvernance mutualiste face à ces défis d'urgence écologique et sociétale. Merci beaucoup Marie, désolé effectivement de ne pas avoir fait le déplacement à Paris, mais c'est en tout cas très agréable de pouvoir terminer la journée avec vous. Sur cette question de gouvernance, j'ai une référence alors qui est un peu psy, pour pardonner, mais on dit souvent que finalement l'enjeu qu'on a c'est d'aligner notre moi intellectuel, moi émotionnel, moi essentiel, et de réunir tout ça dans un corps, et finalement dans une entreprise, je pense que c'est le même sujet, notamment sur ces questions de long terme. Et que finalement, il y a un moi intellectuel qui est une entreprise, ce qu'on va faire de profit, qui est d'ailleurs tout à fait là. On a tous un problème d'efficacité opérationnelle, de performance. Mais on doit être capable d'associer des émotions des clients, des salariés, des parties prenantes pour ceux qui ont des actionnaires en ce qui concerne les sociétaires, et d'arriver à trouver une racine essentielle. Et je pense que l'enjeu de la gouvernance, ça va paraître peut-être un peu théorique, mais finalement l'enjeu du mutualisme, c'est effectivement d'arriver à aligner tout ça autour d'un mélange d'efficacité opérationnelle et de solidarité et de préparation d'avenir. Je pense que notre vraie spécificité, une vraie chance, c'est la possibilité d'investir à long terme sans dictature du cours de bourse et sans dictature de résultats trimestriels. Alors sur ce point-là, par rapport à ces spécificités du modèle mutualiste, vous avez aussi, vous, en tant que Crédit Mutuel, été très spécifique et très engagé sur ces questions des urgences climatiques et sociétales. Alors très concrètement, comment un groupe peut prendre en charge, si je reviens au point évoqué par Denis Thérien en introduction, que l'entreprise peut et doit beaucoup face à ces enjeux, comment le groupe mutualiste que vous êtes a pris en charge ces enjeux-là? Alors, je pense qu'on avait la chance d'avoir une gouvernance finalement assez solide. Alors, le mutualisme, pardon si je suis un peu brutal, mais souvent, il y a un mutualisme incantatoire, en disant on est bien parce que, voilà, on ne peut pas l'actionner. Moi, je crois pas que le mutualisme, il ne peut exister que dans la preuve d'une utilité collective. Et la chance du crédit mutuel, c'est d'être une entreprise très territoriale. Il y a 2000 caisses locales qui sont autant d'établissements de crédit de l'exercice, qui ont chacune un conseil d'administration et
qui concerne l'Alsace. Par exemple, moi, comme président de fédération, je suis élu par une chambre syndicale composée de 3 quarts de représentants des sociétaires et 1 quart de représentants des salariés. Et cette espèce de petite cogestion est très importante. Et je pense que ça permet d'associer de l'efficacité opérationnelle et puis un souci de solidarité. Et finalement, c'est ça qui a permis, parce qu'il y avait ce corps social fort, composé de sociétaires, de salariés, cette histoire assez riche, et donc on a pu faire émerger des initiatives comme le dividende sociétal, c'est même 500 millions qui sont consacrés aux questions environnementales et de solidarité chaque année. Et c'est devenu, je pense, une vraie démocratie dans l'entreprise. Et si vous regardez dans la gouvernance, c'est très intéressant de voir que finalement, l'angle qu'on a souvent, c'est comment, dans une entreprise, on fait une part de la démocratie. Parce que finalement, quand on parlait association des parties prenantes, quand on parlait de gouvernance, d'équilibre de pouvoir, en fait, on parle bien de démocratie. Je pense que cet exercice-là, cette recherche-là est fondamentale pour mettre la démocratie et accompagner l'entreprise sur une vraie perspective long terme, notamment pour l'environnement. Parce que finalement, ça permet de poser la question des générations futures, ça permet surtout de poser l'articulation entre ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on veut faire demain. Merci Nicolas. Sur ce modèle mutualiste, il y a un débat qui émerge de plus en plus. On voit les effets et disons, entre guillemets, l'efficacité ou l'engagement possible d'un groupe mutualiste sur ces enjeux-là, le dividende sociétal en étant une illustration et une véritable rupture. Et la petite voix qu'on entend, alors je vous la traduis assez simplement, c'est d'une part, oui, le dividende sociétal, on peut le faire, mais c'est parce que c'est un groupe mutualiste qu'ils le font. Dans les autres groupes, c'est pas possible, c'est compliqué. Et puis, le modèle mutualiste, oui, c'est bien, mais ça n'a de sens que pour un certain type de secteur d'activité. Entre guillemets, la vraie économie peut pas complètement être mutualiste. Donc, qu'est-ce que vous répondez à ces débats-là? Sur le deuxième point, d'abord, le modèle mutualiste, c'est à peu près 2/3 du financement de l'économie française quand on regarde les banques. C'est une proportion très significative du marché de l'assurance. Et il faut jamais oublier qu'AXA, par exemple, grand groupe mondial, est issu du mutualisme. Dans la grande distribution, il y a énormément de groupes mutualistes extrêmement efficaces. Donc à la fin, je me demande où, entre guillemets, est la vraie économie. Puis on a aussi des sociétés coopératives ouvrières de production, on a des coopératives agricoles. Et donc, quand je regarde tous les secteurs qui pratiquent la coopération et le mutualisme, je me demande quels sont ceux où il n'y en a pas. Il y en a quelques-uns, notamment dans l'industrie, mais je trouve qu'on doit dépasser cette idée qu'il y aurait une espèce d'économie de niche du mutualisme et de la coopération, et puis la vraie économie noble et parfaite de l'autre. La deuxième chose, c'est que oui, on peut prendre des initiatives, mais je suis persuadé, je constate dans les contacts que j'ai que, par exemple, un certain nombre de groupes familiaux s'interrogent sur des mécanismes de type dividende sociétal. Et pour être très brutal, une fois que l'impôt sur les sociétés est passé alors sur plusieurs années, de 50 à 25 ou 28%, il y a de la marge pour prendre des initiatives d'une certaine manière. Alors peut-être une dernière question avant de laisser 2-3 questions à la salle. Qui peut être le fer de lance de la promotion ou du modèle mutualiste ou du dividende sociétal? Tout le monde peut l'être. Alors là, il n'y a pas de brevet. Tout peut se copier et j'ai qu'un souhait, c'est que ça soit rapidement copié. Et là-dessus, je pense que c'est pas exclu, les continuant à pousser là-dessus. Je pense que le dividende sociétal, en tout cas, on l'a construit. Donc, pour résumer, pour ceux qui n'ont pas suivi le débat, c'est 15% du résultat net annuel, consacré pour moitié à un fonds d'investissement qui n'a aucun objectif de rentabilité financière, qui ne doit avoir comme objectif que la plus-value environnementale ou solidaire,
C'est un tiers de ce qu'on a appelé tarification inclusive. Exemple, le prêt vélo à 0%. Exemple, la suppression du questionnaire de santé pour les emprunts immobiliers. Et puis, c'est 15% de mécénat pur, Restos du Cœur, banques alimentaires, Secours populaires, Croix-Rouge, etc. Mais aussi des associations très locales et dans beaucoup de domaines, soit de l'environnement, soit des territoires. Et donc, ce mécanisme du dividende sociétal, on l'a construit en se disant comment va-t-il pouvoir être copié? Et ce qui est sûr, c'est qu'il peut l'être par qui veut, puisque finalement, ça consiste bien à prendre de l'efficacité, le résultat net, à prendre une quinzaine de pourcents pour le consacrer à la fois de l'investissement, de la tarification et du mécénat. Et on voit que l'ambition, c'est de couvrir tous les domaines. Je vais vous donner une illustration. On travaille sur la rénovation énergétique. On peut imaginer un système où le fonds d'investissement va acquérir du foncier pour mener la rénovation énergétique, où la tarification sera à 0% pour les clients qui vont se lancer dans des vraies rénovations avec impact fort sur les émissions du logement, et puis avec des mesures, je ne sais pas si c'est du côté de la Fondation Abbé Pierre, du côté de la TD Carmonde ou du côté d'ONG qui prennent en charge les plus pauvres dans le domaine du logement. Et moi, je suis très attaché à cette dimension complète de l'approche. C'est-à-dire que c'est pas, j'allais dire, j'ai un résultat net et je fais le bien en donnant un peu de sous, un peu de subventions. Non, c'est vraiment une approche globale en se disant que ça permet de dégager les projets, de solvabiliser les projets. Et c'est bien ça qu'on doit faire de manière urgente contre le changement climatique notamment. Merci beaucoup, Nicolas. Un très grand merci. Peut-être qu'on a 2 minutes. Alors, si une question émerge de la salle, je ne sais pas, ou des intervenants à la table ronde, ou une question dans la salle pour Nicolas Terry sur ces sujets-là. Patrick, prenez un micro pour poser votre question. Merci de cette ouverture passionnante. Est-ce que sur la partie le volet 10 mécénats, vous avez besoin, vous allez jouer de la défiscalisation ou pas? Parce que ce n'est pas neutre en volume d'une part et ce n'est pas neutre du point de vue de l'intention. Merci. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on est sur des montants qui explosent tous les plafonds. Donc, si vous appelez jouer de la défiscalisation, faire que les 80 millions qu'on consacre à ça donneront lieu à des fiscalisations pour 60%, la réponse est non, on sera très clairement au-delà des plafonds. Donc, oui, il y aura certaines dépenses de la fondation, comme d'ailleurs pour toutes les fondations qui bénéficieront des dispositifs mécénat. Mais ce qui est clair, c'est que on n'y arrivera certainement pas sur la totalité de nos voies. Et c'est pas l'objectif, et on ne veut pas faire. S'il y a des projets qui rentrent dans le dispositif, on les mettra, mais on ne cherchera pas. Et d'ailleurs, c'est un arbitrage qu'on a rendu à utiliser des circuits qui maximiseraient, par exemple, cette logique de défiscalisation. Merci Nicolas. Est-ce qu'il y a une autre question, une dernière question dans la salle pour Nicolas Terry sur ces sujets, sur ce modèle? Non? Bien. Et une dernière question. Une dernière question. Comment les gens ont-ils entendu, reçu cette question du dividende sociétal? En interne, ça a été une surprise. Et quand j'ai lancé l'idée, la première proposition a été de me dire, oui, on va pouvoir consacrer 2%. Pas mal, 2%, ça fait 70 millions d'euros. Et bon, voilà. Et j'aurais dit non. Si on fait, et ça a été pour moi une très grande leçon du Covid, c'est que si on prend une initiative, on la prend de manière radicale, forte, pour changer les choses. Après, on peut ne pas la prendre, mais donc la première réception a été vraiment la surprise, notamment sur les montants. La deuxième chose qui m'a beaucoup frappé, c'est la rapidité d'évolution d'un corps social dans l'entreprise. La première fois que j'ai proposé une initiative environnementale, c'était en 2017. Dans le groupe de travail de notre démocratie mutualiste, je suis passé à une voix près. Une voix près. Et encore, il a fallu que je fasse une très mauvaise plaisanterie pour que, j'allais dire, en mettant les rieurs de mon côté, le truc passe.
Le dividende sociétal, il a été voté à l'unanimité de notre Parlement mutualiste qui se réunit trois fois par an. Et pour moi, ça, c'est quelque chose de très fort parce que une entreprise, un sociétariat, un corps social qui dit d'accord, banco, on va consacrer 500 millions de notre résultat annuel à une vraie transformation, et d'ailleurs le fonds l'a intitulé Révolution environnementale, parce qu'on veut vraiment qu'il n'y ait pas de logique financière dedans, et bien il y a eu un soutien, et aujourd'hui il y a une fierté, et je pense que ça donne une vraie crédibilité à un statut mutualiste et à une ambition. Et ça, je crois que ça a beaucoup joué. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on a supprimé le questionnaire de santé pour les emprunts immobiliers, le hasard a fait qu'à peu près au même moment, le gouvernement avait lancé un projet de démutualisation de l'assurance emprunteur. Et finalement, les parlementaires, notamment les sénateurs, se sont emparés du sujet. Et notre initiative, alors un peu dégradée, mais on peut toujours discuter, est devenue la loi en 4 mois. Et je sais que chez nos sociétaires, il y a l'idée, si on est innovateur, peut-être que la loi, finalement, un jour nous rejoindra. Merci beaucoup, Nicolas. Un très, très grand merci. Merci Marine et vraiment bravo, si je puis me permettre, moi je suis toujours heureux d'intervenir auprès de MR21 et je vais vous montrer que je ne suis pas du tout mutualisme. Il y a une très belle phrase de l'ancien patron des banques populaires Philippe Dupont qui disait: dans le mutualisme on meurt d'ennui mais jamais de faim, jamais de soif. Mais là je ne me suis pas ennuyé, mais par contre je ne serai pas là au pot. Et écoutez, donc je mourrai Nicolas, de faim et de soif. Vous ne pouviez pas mieux terminer pour faire la transition vers le cocktail. Exactement.